Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans un nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Ce n'est ni un LCDS ni un LNDS, mais dans un épisode un peu spécial. Et je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, gros sujet aujourd'hui. Gros sujet qui nous tient à cœur. Et je crois qu'il nous a un petit peu fascinés pendant 10 ans, parce que ça a duré 10 ans, le DCU à peu près. On a entendu tellement de choses, il s'est passé tellement de trucs, donc on va revenir sur tout ça. Bon, on va sûrement oublier des trucs, parce que de toute façon il s'est passé tellement de dingueries pour chaque film, t'as l'impression dans cet univers que il s'est passé tellement de choses que je pense pas qu'on va pouvoir répertorier ou se souvenir de tous les trucs qui s'est passé. Mais ouais, il s'est passé des choses dans ce DCU. Énormément de choses, des succès, des échecs, plus des échecs que des succès, mais il y a eu quelques trucs quand même qui ont fonctionné, et ouais, ça a été très compliqué, ça a été vraiment à côté, le MCU lui cartonné partout, ça a été plus en dents de scie, et bon, ça s'est très mal fini. Voilà. Parce qu'en fait, on avait fait un épisode, un débat sur la fin des super-héros au cinéma, peut-être la super-héros fatigue, mais on avait beaucoup parlé de Marvel, tout simplement parce que d'ici ces derniers temps, il y a pas de super-héros fatigue, il y a juste pas de film en fait, il y a juste plus rien. En fait, à un moment où on a fait l'épisode, de toute façon, c'était déjà la fin du DCU. Avant de renaître, on va parler peut-être de James Gunn à la toute fin. Mais voilà, avant de parler peut-être du DCU, DC pour toi et moi, qu'est-ce que c'est ? Bon, moi je vais commencer. Moi, les super-héros au cinéma, les super-héros tout court, ça. En fait, c'était DC, moi, en fait. Ce que je regardais, on va pas se mentir, quand j'étais petit, déjà Batman, j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast, mais moi, je suis un gros fan de Batman, les dessins animés, les films, etc. Ça fait toute mon enfance et jusqu'à maintenant, c'est le super-héros que j'adore. Mais aussi, il y avait des dessins animés que je regardais beaucoup quand j'étais petit, qui étaient DC, en fait, tout simplement, qui étaient pas Marvel. Donc, je sais pas combien de dessins animés Batman, je pense, quand j'étais jeune. Et puis, il y a aussi Justice League, la Ligue des Justiciers, que j'aimais beaucoup et qui m'a fait connaître beaucoup des persos de DC, Wonder Woman, il y avait la série animée Superman aussi, Green Lantern évidemment, Flash, voilà, Hawkgirl, il y en avait plein qui étaient dedans, et du coup ça m'a fait découvrir un peu tout l'univers DC. Et il y avait les Teen Titans aussi à côté qui était super. Et du côté Marvel, en fait, c'était Spider-Man, en fait, moi surtout. Mais en fait, je pense que c'est comme tout le monde, c'était Spider-Man et les X-Men, en fait. C'était ça, les trucs un peu Marvel, parce qu'en vrai, il y avait d'autres trucs Marvel, il y avait Daredevil, etc., mais c'était pas des trucs, j'ai pas l'impression que c'était des trucs qui faisaient que les enfants kiffaient, quoi. Tu vois, les trucs comme ça. J'ai vraiment l'impression que c'est X-Men et Spider-Man, évidemment, qui voilà, étaient à fond. Mais moi, du côté de DC, il y avait vraiment, moi, j'ai les super-héros dans ma vie, ça a d'abord été DC, hein. Je sais pas pour toi, Ista. Alors moi, ça a été DC aussi parce que c'est Batman, tout simplement. Le premier que j'ai vraiment adoré comme super-héros, avec notamment le film de Burton, le premier film, et la série d'animation, sur le coup, Batman The Animated Series, que je regardais avec mes sœurs à l'époque. Je crois que ça passait en soirée en plus à un moment. J'ai un souvenir que ça passait genre vers 20h, un truc comme ça. Mais ouais, ou 19h, une truc comme ça. Mais ouais, c'était Batman énormément. Pour ce qui est plus de la Justice League, c'est plus en comics, quand je me suis plus intéressé aux comics, que j'ai un peu... Le dessin animé, je l'ai pas tellement vu en vrai, la série d'animation de l'époque. Justice League. Je l'ai pas beaucoup vu. Déjà, j'étais plus vieux que toi, donc j'allais voilà, j'avais moins de temps de regarder les dessins animés aussi. Et ouais, non, moi ça a été plus... j'ai commencé les comics avec Batman aussi, sur le coup avec Halloween, et ensuite c'est l'arrivée des New 52, donc c'est 2012 je crois, quelque chose comme ça, où là j'ai vraiment j'achetais tout ce qui sortait en New 52, donc j'ai lu énormément de choses, et après à côté j'ai rattrapé quelques classiques, tout ça, et en fait moi je suis un gros lecteur de DC en comics pendant des années. Maintenant je suis plus passé sur Marvel, j'avoue, mais j'ai une grosse
culture quand même DC Comics. Voilà, et puis maintenant que j'y pense aussi, parce qu'on parle d'univers partagé, parce que c'est ça l'enjeu du DCU, c'est de faire la même chose que Marvel, d'avoir son univers partagé. Bah techniquement, le premier univers partagé que j'ai connu en super-héros, c'est celui de Bruce Timm, en fait, de Paul Dini et Bruce Timm. Techniquement, le Batman qui avait été de série, Superman et jusqu'à Justice League, etc., c'était un univers partagé de base, mais qui était en série d'animation évidemment. Et avant le DCU, donc le DCU qui a commencé en 2013 avec Man of Steel, on avait des films DC, mais on va pas se mentir, c'était surtout Batman et Superman en fait avant ça quoi. Ouais, encore Superman, enfin il y a juste le premier de Donner et peut-être le 2, mais après le 3 et le 4 c'est pas des bons films, le Returns il a floppé, donc bon, c'est plus. Oui, mais je veux dire en termes de nombre de films, tu vois, de ce qui se passait, c'était surtout des Batman et des Superman. En fait, il y avait. Ils ont tenté des trucs, il y a eu Steel, tu vois, il y a eu Jonah X, bon, c'est que de la merde. C'était pas des trucs de fou, mais je veux dire avant même. Tu vois, de l'exploitation des super-héros chez DC, ça a toujours été Batman et Superman, en fait. En vrai. Et en vrai, du grand public, je pense qu'il y a que eux qui ont été identifiés et qui ont marché. Après, il y a peut-être Wonder Woman, mais malheureusement, à l'époque, il y avait pas de film sur les télé. Oui, voilà, mais ils faisaient pas de film, malheureusement, sur des super-héroïnes parce qu'ils pensaient que ça allait flopper. Ou alors, ils les faisaient très mal. Supergirl. C'est ce que j'allais dire, c'est que, ou alors, ils faisaient super mal avec des budgets. Enfin, bref, c'était des films un peu nuls, Supergirl et Elektra et Catwoman. Voilà, c'est les 3 films super-héroïnes qu'on a eu avant Wonder Woman. Bon. c'était pas les trucs les plus pris au sérieux et c'était, enfin, bref, voilà, il y avait des problèmes. On va pas revenir sur tous les trucs que DC a fait. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. C'est même chez Marvel, hein, super-héroïne, c'est arrivé très tard aussi. Oui, Elektra, c'était pas la folie. Pas non plus. Mais même, tu vois, même chez les super-héroïnes, Catwoman, Supergirl, chez DC, c'était de l'univers Superman et l'univers Batman, en fait, tu vois. C'est ça qui est assez fou. Mais j'allais dire quand même que ça a donné aussi une image de marque à DC qui, moi, je trouve un peu fausse. En mode DC, c'est des films dark, c'est des films sombres et tout, parce qu'en fait, on pense à Batman, on pense DC, on pense direct Batman, et on disait, et puis Marvel, c'est plus fun, c'est plus marrant parce que Spider-Man, quoi. Mais en fait, t'as les deux, dans les deux maisons, t'as autant du sombre que du rigolo, enfin, t'as un peu de tout, quoi. C'est sûrement l'image de Batman, hein, je pense, surtout de la trilogie. Alors, on va parler tout de suite. Je pense, la trilogie, je pense, la plus importante du cinéma super-héroïque, à mon sens, je pense la trilogie de Dark Knight, elle a un peu influencé toute la suite, enfin elle a influencé même tout le cinéma de super-héros, je pense, au global, et c'est fou parce que le nombre de projets qu'il y avait chez DC à ce moment-là, au moment où il y a eu la trilogie de Nolan, qui ont été avortés. En fait, il y a eu plein de films qui étaient en production et qui sont pas vus de jour. On pense au Justice League Mortal, je crois, c'était de George Miller, qui a suivi la grève des scénaristes, et après le succès de The Dark Knight, parce que The Dark Knight en 2008, c'est une dinguerie, hein. C'est le premier film de super-héros qui fait le milliard, hein. Là, il fait 1 milliard au box-office, c'est n'importe quoi, The Dark Knight au cinéma. Et il y a beaucoup de projets qu'on subit de ça, et ça a beaucoup influencé à la suite le MCU, mais aussi le DCU, hein. Vraiment, on en parlera directement avec Man of Steel. Mais je pense que le succès de la trilogie Nolan, elle a un peu fait le bien et aussi tout le mauvais qui a eu en fait, voilà, hein, je pense. Dès qu'il y a un truc qui cartonne, c'est toujours comme ça, hein, de toute façon. C'est un peu ça. Matrix cartonne, c'est pareil, hein, derrière, tu vois. T'as tous les films qui essayent de copier du Matrix et qui le font mal, tu vois. Donc c'est toujours un peu comme ça. Mais il faut savoir que dans un univers alternatif, en fait, le DCU, il a pas commencé avec Man of Steel, il a commencé avec Green Lantern. Oui, je me souviens très bien que c'était censé être le premier film d'un univers partagé. Ouais. Ouais, c'est bien que ce soit pas le cas, parce que Green Lantern en 2009 est un film qui est horrible, voilà, qui est vraiment pas bon, qui est vraiment une immondice avec Ryan Reynolds. Et d'ailleurs, Ryan Reynolds en parle souvent en disant que c'était 2011, je crois, hein. T'as dit 2011 peut-être. Oui, ouais. Je sais plus, en tout cas vers là. Et puis ça devait potentiellement démarrer un univers, et ça s'est pas fait parce que le film s'est planté et il s'est fait défoncer aussi par les gens et la critique parce qu'il était horrible. Mais voilà, dans un univers alternatif, ça commençait par ça. Et l'approche Nolan, on va dire, du DCU, parce que il a fait 2 films qui ont atteint le milliard, hein, The Dark Knight et The Dark Knight Rises, c'est 2 films qui ont fait plus du milliard, c'est des énormes succès. Ça a séduit le public, mais ça a aussi séduit Warner, qui s'est dit on va lancer un projet avec cette approche-là, avec l'approche nolanienne, hein, terre à terre, sombre plutôt que terre à terre, je pense, en tout cas, dans leur idée. Et surtout l'envie de faire comme le MCU, parce que le MCU, juste à côté, au moment où The Dark Knight Rises va sortir et finit en fait sa trilogie, en face on a Avengers qui cartonne tout. On a Avengers en 2012, c'est 1,5 milliard, c'est la dinguerie, et DC ils ont qu'une envie, c'est de lancer leur univers après que Nolan ait fini sa trilogie. Sauf que Nolan il est en mode j'ai pas trop envie de me lancer dans un univers partagé, moi j'ai fait ma trilogie, c'est fini, voilà, mais
ils sont en mode, Nolan il est en mode, je vais quand même prendre un successeur pour chapeauter un petit peu cet univers, et il a un dîner, il me semble que c'est ça l'histoire, c'est qu'il a un dîner avec Zack Snyder, et Zack Snyder lui parle de ses idées, etc. Il dit, que ça a l'air plutôt pas mal, et que du coup il va produire Man of Steel, que Zack Snyder va réaliser, et Zack Snyder, à ce moment-là, en plus, il ressort d'échecs financiers, parce qu'il avait connu un gros succès avec 300, ça avait cartonné 300, mais il avait fait surtout Watchmen, mais Watchmen, ça avait pas cartonné du tout en termes de box-office. C'est un flop. Hein. C'est un gros flop, mais il y avait un succès critique, et même le film a quand même été, tu vois, il y a une certaine aura, tu vois, derrière le film Watchmen, en tant que c'est un film super. En plus, il y avait l'approche sombre un peu, très Frank Miller du comics, des super-héros, etc. Donc c'est un peu ce que cherchait, je pense, DC Warner à ce moment-là. Donc ils se sont dit, peut-être que ce gars-là, ça peut marcher. Et voilà, Zack Snyder, à l'époque, c'était pas forcément une mauvaise idée en vrai. Non, pas du tout. Moi, je me souviens même qu'à l'époque, j'étais chaud pour qu'il fasse un Green Lantern, parce que je me disais, tu sais, il avait une patte, Zack Snyder, très flashy et tout. Enfin, il y avait un truc très, comment dire, très marqué visuellement. Ouais, très marqué visuellement. Et moi, à l'époque, je me disais, ça serait bien qu'il fasse un Green Lantern. Et on a fait Superman. Mais ouais, moi, dans l'idée, j'étais chaud, à l'époque, j'étais très très chaud pour son Man of Steel. Mais avant qu'il y ait les Snyder Zoos et les Snyder Haters, oui. Avant que tout ça commence, c'était pas encore à ce niveau-là. Mais là, on va commencer. Mais le DCU, c'est un cas d'école, je pense, de tout ce qu'il faut pas faire. Ouais. mais surtout en termes de production, je pense, de films plus que des artistes, etc. Parce qu'on en reparlera après. Il y a des différences sur qui est un beau réal, qui l'est pas. Mais je pense qu'il y a un gros problème de production. Man of Steel arrive en 2013 avec, comme je l'ai dit, une approche très nolanienne, très terre à terre, très sérieuse, etc. Parce que de base, ils voulaient se mettre dans la lignée de Nolan. D'ailleurs, il y a même à l'époque, ils voulaient peut-être que même le The Dark Knight, enfin en tout cas les films de Nolan soient canon et que ce soit ça qui lance l'univers, et Nolan a dit pas question. Non. Pas question qu'on fasse ça, quoi. Et même cette noirceur, tu vois, le côté noir très sérieux, ça c'était un peu une réponse à l'échec Marvel. À Marvel. Ouais. Effectivement, non, je suis d'accord, pour se différencier de Marvel, d'avoir un côté sérieux, un peu dark, mais aussi à l'échec qui était Superman Returns. Si on parle juste de Superman, parce que Superman Returns en 2005, je crois qu'il est sorti un truc comme ça. 2006. Ouais, en 2006, un truc comme ça. Ça a été un échec, parce que c'était un film qui était dans la lignée qui se voulait successeur de Richard Donner, du premier Superman, en fait, et ça a été un échec terrible, et je pense qu'il voulait du coup se différencier de ce Superman-là et faire un autre Superman complètement, et en même temps de pas du tout être dans la même lignée que Marvel, et d'être vraiment premier degré, etc. Et moi, dans l'idée, j'aimais bien ça, d'avoir quelque chose de différent. Moi aussi, ouais, clairement, oui, non, mais je trouve que c'était une bonne approche, et puis, de toute façon, on voyait que c'était pas une bonne idée à l'époque de prendre, parce que sur Return, c'est vraiment la suite du 4, quoi, enfin, c'est la suite de l'ancienne version, c'est comme si le personnage de Christopher Reeve revenait, quoi. Et sur le coup, ça va pas pris du tout, donc, qui se disent on va tenter autre chose, en plus avec le succès de la trilogie Dark Knight, c'est pas vraiment étonnant, c'est pas déconnant non plus, quoi. Donc ouais, moi je comprends le choix qu'ils ont fait sur le coup. En plus, il y avait quelque chose qui voulait, pour se différencier un peu de Marvel, et qu'on verra très vite dans les choix des premiers réalisateurs et tout ça, c'était d'avoir de vrais réalisateurs, entre guillemets, avec une certaine vision, quoi. C'est-à-dire que Zack Snyder, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, faut dire qu'il a quand même une vision, et voilà, il a une manière de voir les choses, contrairement à Marvel où le mec qui a la vision, c'est Kevin Feige, et que les réalisateurs sont des exécutants plus que des personnes avec des visions ou quoi. Et il y avait un peu cette idée-là d'aller chercher James Wan, qui venait du cinéma d'horreur, d'aller chercher même Patty Jenkins, qui avait fait quand même Monster avec Charlize Theron pour faire Wonder Woman, même David Ayer quelque part, qui revenait du succès de Fury, d'aller chercher et tout ça. Moi, sur le papier, enfin à l'époque, faut se remettre dans la condition que j'étais, j'avais 14-15 ans, tu vois, au moment où tout ça sortait, j'étais comme un fou, parce que j'aimais beaucoup en plus l'idée sur le papier d'avoir tous ces réals et de se dire ça va être quelque chose, quoi, de voir ça. Je pense que Man of Steel, parce que là on va en parler, c'est peut-être le seul film qui a pas eu vraiment de problème de production, en fait, où Snyder a pu plus ou moins faire ce qu'il voulait, je pense, tu vois, sur le film, et après ça va très vite chuter, et ouais voilà. Et du coup Man of Steel, j'ai l'impression qu'il a été plutôt reconsidéré avec le temps, et je trouve que c'est intéressant de le revoir aussi, ce film-là, maintenant qu'on a eu tous les films de super-héros qui sont sortis, de voir le film, quoi. C'est vrai, parce que je crois que Rotten Tomatoes, il a pas un score de fou, hein. Je crois que les critiques presse n'ont pas adoré le film. Il a été reçu moyennement à l'époque, quand même. Peut-être un peu mieux par les gens, quand même, dans l'idée, je pense. Ouais, mais même à la sortie, avec ce côté... ça divisait un peu, quand même.
Bah, je pense que surtout le vent en poupe, il était du côté de chez Marvel, et Marvel, il faisait pas du tout la même chose. Il y avait un côté beaucoup plus léger, beaucoup plus blague, enfin, il y avait un côté beaucoup plus, beaucoup plus léger, en fait, tout simplement. Et je pense que le contraste, je pense que ça attirait moins les gens, peut-être à ce moment-là, cette approche-là, tu vois, tout simplement. Mais c'est vrai que ça a jamais été un succès critique de malade, quoi. Man of Steel, ça se tenait. Je pense que les gens reconnaissaient certains trucs, mais je pense qu'il était reconsidéré au vu de tous les films de super-héros qu'on a eu. Moi, ce qui me frappe quand j'ai revu le film il y a quelques années, etc., c'est quand même la générosité du film, quoi. C'est-à-dire, on se plaint souvent des scènes d'action dans certains films de super-héros, etc. Là, quand même, je trouve que les scènes d'action, même 10-12 ans après, elles sont assez folles, quoi. Elles sont assez dingues, quoi. Et je pense que voilà, Snyder, il en a un peu fait sa marque de fabrique, mais il y a quand même des idées et enfin, même je parle de générosité en termes de scènes d'action, même en termes d'univers, de construction d'univers, les 20 premières minutes sur Krypton, je trouve qu'elle déboîte. Ah oui, c'est super. Ouais, c'est super. Mais la réalisation était bizarre parce que ça faisait un peu caméra embarquée et tout, alors qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir ça. C'est chez Snyder, moi ça m'avait un peu perturbé parce que je trouvais qu'on trouvait pas forcément la passe Snyder. Il y avait un truc, même dans les couleurs, c'était un peu gris et tout. Man of Steel, où je trouve qu'on la retrouve plus dans BVS, quoi. Mais il s'était éloigné et moi je trouve que allez, Watchmen quand même, à compter Watchmen, mais Man of Steel et Batman vs Superman, en gros Watchmen, Man of Steel et Batman vs Superman, c'est ses meilleurs films pour moi. Et là, je trouve que ce qui était bien dans Man of Steel, c'est qu'il se détachait de l'image un peu qu'on lui mettait, à savoir Monsieur Ralenti, quoi. C'est-à-dire que au bout d'un moment, ça devenait ridicule dans Sucker Punch. Enfin, le film est au ralenti de toute façon. Sucker Punch, tu vois. Ouais, et là, dernièrement, ça devient encore plus. Mais bon. Oui, maintenant, il est revenu à ça. Mais à ce moment-là, j'aimais beaucoup. Et en plus, j'aimais bien ce côté un peu caméra embarquée. Tu sais, il faisait des gros zooms en fait sur l'action, comme si on pouvait pas suivre en fait. Il avait bien compris le truc du fait que c'est des dieux. Voilà, ça c'est tout le truc de Snyder, c'est que Superman est un dieu et ils font des combats de dieux et du coup on a du mal à les suivre, quoi, presque tellement ça nous dépasse, quoi. Et je trouve que sa mise en scène, elle arrivait bien à retranscrire ça et c'est un vrai spectacle, quoi. Comme on en voit même rarement dans les films de super-héros, j'ai l'impression que l'ampleur de la destruction des villes, etc. Enfin, vraiment la destruction, les combats, j'ai trouvé, enfin, tu vois, un vrai film Dragon Ball, il y a beaucoup de gens qui disaient ça, et c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Oui, moi, je disais ça, moi, oui. Ouais, je disais que oui, c'était du Dragon Ball Z, en live action, quoi, clairement. Alors que Dragon Ball Z Evolution n'a jamais réussi à faire ça. Enfin, il y avait ce truc-là. Là, tu t'attaques à autre chose, là. Tu t'attaques à quelque chose d'assez corsé. Après, moi, le problème que j'ai avec Man of Steel, je trouve que la première heure, elle est un peu chiante, quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup du mal à revoir le film parce qu'il est long, et il y a 1 heure où il se passe pas grand-chose, et moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à chaque fois. Le film, après aussi, c'est ça, c'est que le film se prend énormément au sérieux, pour le coup, et en fait, moi, c'est un peu quelque chose qui peut me déranger, mais c'est vrai que Zack Snyder, c'est pas le mec le plus subtil, par exemple, du monde. Et c'est vrai que quand il te fait des trucs, toute la rapport christique à Superman, il y a tout ce délire aussi de désaturation des couleurs, où il a désaturé vraiment toutes les couleurs, tout est gris, sauf Superman et sa cape. Et je trouve que c'est un parti pris, un vrai parti pris pour le coup, qu'on peut aimer. Mais c'est vrai que c'est quand même, enfin voilà, maintenant on le sait, Zack Snyder, c'est quand même Monsieur Gros Sabot, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aucune subtilité dans ses films. Enfin, même, pas forcément, toi t'as pas besoin d'être subtil, mais je trouve que c'est un peu lourd quand même, certains trucs, quoi. La scène et maintenant elle a été parodiée, etc., mais la scène de la mort de Kevin Costner, etc., c'est vrai que quand tu la revois, tu te dis que c'est un peu débile, et ça se prend, tu regardes le truc, tu dis c'est un peu con quand même, ça se prend beaucoup trop au sérieux pour ce que c'est, quoi. Ouais, clairement. Puis il y a il y a un moment qu'il fait la pose du Christ sur la croix, ou ce genre de choses. Ah, mais tous ces trucs là, c'est abusé. Enfin, le mec en fait trop, quoi. Il dit j'ai 33 ans, bah voilà, parce que oui. Le Christ est mort. Jésus-Christ est mort à 33 ans. Il y a tous ces truc-là. Après, j'ai quand même un amour pour le film, même en le revoyant, pour les scènes d'action. Et comme j'ai dit, même s'il y en a peut-être un petit peu trop, parce que la dernière heure, c'est non-stop et tout. J'adore la musique aussi. La musique, elle est dingue, je trouve, dans Zimmer. Henry Cavill, on en a parlé, c'est vrai que ça lui allait bien. Et c'est peut-être le rôle de sa vie au final, parce qu'il aura pas fait grand-chose après, je trouve, où il est très transcendant, on va pas se mentir. Pas que ce soit un mauvais acteur, mais tu vois, j'ai jamais vu dans des rôles où je me suis dit, là quand même il joue bien et tout. Tu vois, même The Witcher et trucs comme ça m'a jamais transcendé. Mais alors qu'en Superman, c'est vrai qu'il incarnait bien le truc. Ah oui, mais il avait la gueule en plus et tout. Enfin, à l'époque, dès qu'on avait vu en costume, on était tous en mode. Le costume super aussi, d'ailleurs. Ouais, bah moi j'ai un peu un problème avec le costume. Quoi ?
Oui, non mais j'ai un problème à la con, mais en fait j'aime pas le fait que ce soit tout uni. J'aimerais bien une démarcation au milieu, tu vois, genre une ceinture, une connerie comme ça. Mais après la matière du costume, moi j'aime beaucoup le. Oui, la matière est chouette, ouais, ça je suis d'accord. Et le gros S aussi et tout, la cape et tout, y a pas de souci. Ouais. Et le film n'a pas tant marché que ça. Pour le coup, Superman, c'est pas une catastrophe. Pour le coup, il a fait 650 millions, un truc comme ça, entre 650 et 700 millions. Et ça allait, mais le film a coûté quand même très cher. Il a coûté 220 millions. Ils avaient mis le paquet. Et pour le coup, là, on peut pas dire qu'on sent pas le budget dans le film, quoi. C'est abusé. Le film a pas. C'est mieux que Superman Returns, quoi. Au moins, ça a pris quand même la vision qu'ils ont eue. Ça a quand même. Non, mais marché. le film s'est remboursé. C'est juste que voilà, ça a pas été un succès pharaonique. Et pour le coup, comme je voulais dire, on voit les VFX, on voit les 220 millions à l'écran. Là, tu vois, sur le coup, c'est pour ça que je dis que rétrospectivement, c'est intéressant de le voir. Mais c'est vrai que le film, il a commencé à être attaqué un peu sur certains trucs. Il y avait des gens, par exemple, enfin, c'est des trucs pour moi, c'était pas des vrais défauts du film ou des trucs comme ça. C'était par exemple, oui, il y a toute cette destruction. Enfin, tu sais, il y a des gens qui se plaignaient qu'il y avait des villes et des trucs détruits, etc. Il y avait des gens qui disaient que c'était enfin voilà, c'était un univers sombre, etc. C'était pas bien. Enfin, je comprenais pas certains défauts de certains trucs que les gens disaient, mais on va voir que ça aura un impact plus tard sur la production. Mais je pense que l'un des principaux problèmes, c'est que Warner a voulu aller trop vite après ça. C'est-à-dire que il voulait gagner de l'argent vite, il voulait rattraper le MCU qui était au moment de Man of Steel, Avengers était déjà fini, Iron Man 3 avait fait le milliard et tout ça. Et en fait le MCU a pas commencé avec le milliard. Il a pas commencé avec le premier film et boum, ça a balancé le milliard. Et je pense qu'il y avait des trucs, je pense qu'ils voulaient aller trop vite avec le prochain film Batman vs Superman en mode on va rusher Marvel pour avoir notre Justice League et que ça cartonne, etc. Et déjà dès le deuxième film, ça a été un problème, quoi. Après, il faut dire le truc, c'est que le deuxième film, il arrive en 2016, on est déjà à Civil War, quoi, aussi, hein. C'est ça. Mais après, le truc, c'est que Man of Steel, ils savaient pas si ça allait marcher. Tu vois, ils ont fait le film et ils se sont dit, si ça marche, on lance un univers. Ils se sont dit, oh, ok, ça peut marcher. Et à partir de là, c'est là qu'ils ont recruté plein de réalisateurs, etc. Et c'est là que, à partir de 2016, ça allait défiler avec Batman vs Superman, Suicide Squad, Wonder Woman et Justice League, etc. Mais Batman vs Superman, je sais pas si tu te souviens, moi, j'avais une hype monstre pour le film. Je pense que c'est un film en tant que hype de geek, c'était un des films qui m'avait le plus hypé de ma vie à l'époque. Oui, non, mais moi aussi, j'ai vu le fameux trailer de la Comic-Con et tout. Je sentais ça comme un fou, j'avais regardé plusieurs fois les trailers. Je me souviens aussi qu'à l'époque, je crois que c'était Écran Large qui disait c'est peut-être le film du super-héros qui va révolutionner le cinéma de super-héros et tout. Ce film-là, on l'attendait parce que je crois qu'il commençait déjà, on disait la super-héros fatigue chez Marvel, mais je crois que ça commençait déjà. Ce truc-là, des gens qui commençaient à fatiguer un peu de Marvel. Après, je pense que c'était dans des milieux de critiques, peut-être aussi des genres de milieux-là, où je pense il y a commencé à avoir une uniformisation du MCU, c'est-à-dire que il y a commencé à avoir une formule en fait dans le MCU. C'est ça. À partir de la phase 2, puis la phase 3, il y a un déroulement, 3 films par an, voilà, la suite du Doctor Strange, le nouveau, il y a commencé à avoir un défilement et je pense qu'il y a commencé à avoir des critiques en mode les films commencent à se ressembler, etc. Mais tu sais, comme il y avait que Marvel en vrai dans les films de super-héros, il y a pas eu, ça s'est fait progressivement, tu vois. C'est quand il y a commencé à voir Marvel et DC en même temps, qu'il y a commencé à voir 6 films de super-héros même par an, un truc comme ça. Je pense que c'est là que ça a commencé à être en mode, peut-être ça commence à nous fatiguer. Mais en gros, Batman vs Superman, Zack Snyder l'annonce, alors que je pense que c'était pas le plan de base. Moi, je pense qu'ils voulaient faire Man of Steel 2 ou un truc comme ça, et qu'ils ont rushé un peu Batman vs Superman. Surtout qu'en plus, refaire un film Batman après The Dark Knight, etc. Je sais pas, tu vois, ils se sont dit peut-être que c'était pas la bonne chose à faire. Bon, on a attendu, on a vu les trailers, on se souvient de la campagne marketing qui était, je suis désolé, mais une des pires campagnes marketing que j'ai vues de ma vie. Alors qu'elle commençait super bien, hein. Je me souviens des trailers au Comic-Con de Batman vs Superman et tout, mais la deuxième ou troisième bande-annonce qui te spoil tout le film, non mais non merci quoi. La troisième je crois. Mais ouais, qui te montre le troisième acte du film, Doomsday, etc. Et ouais, et puis bon, après il y a eu la sortie et le Sad Flake et ces choses-là quoi. C'est la presse je sais même plus si la presse a vu le film ou elle l'a vu genre le jour d'avant ou un truc comme ça. On dirait ils commencent à cacher le film et tout. Ah non mais moi je me souviens très bien du jour où je suis allé parce que les critiques, je me souviens, ils sont tombés, je sais plus si c'était le mardi ou le mercredi. Ouais, le jour même. Mais je crois que c'était le jour même, ouais. Et j'y allais le soir, je me souviens avec des potes, et je voyais mais l'accueil du film. Le film mais franchement, j'ai rarement vu un accueil comme ça pour un film de super-héros, tu vois. Genre j'en ai vu, mais le film se faisait défoncer, mais vraiment défoncer quoi. C'est-à-dire que je crois qu'il avait fini à 29-28% sur Rotten Tomatoes. Enfin, il se faisait
déchiré, quoi, le film. Et déjà, il y avait cette histoire, on va revenir tout de suite dessus, la version courte, la version longue, ça commençait déjà là. Ouais, ça commençait là. Déjà. De la version de 2h30, la version de 3h, etc. Tu te souviens de ce qui s'est, enfin, quand t'as vu le film, je pense que tu l'as vu le jour de sa sortie, t'en es ressorti plutôt convaincu ou plutôt au niveau des critiques? Non, bah, la version de 2h30, la version ciné, elle est habitable, hein, on comprend rien, hein. Sur le coup, ils ont coupé des intrigues et tout, on comprend la moitié de ce qui se passe, enfin, y a rien qui va. Après, il y a des scènes, j'étais content, quoi. Voilà, la scène de Batman et Superman qui se bat, bah, je la trouve sympa, quand même, tu vois, donc, mais, ouais, non, j'en suis ressorti mitigé, tu vois. Peut-être pas au niveau, des critiques en mode 20% Rotten Tomatoes, quoi. Oui, non, mais quand tu revois ça aujourd'hui, tu dis que c'est, enfin, moi, je trouve que c'est un peu abusé quand tu vois 29% sur certains films, mais tu te dis, bah, hey, quand même, je sais qu'il y a des gens qui le détestent et tout le film, mais je trouve qu'il y a eu bien pire que Batman vs Superman, quoi. Oui, je trouve aussi, sur le coup, mais, je suis sorti mitigé, quoi, hein, clairement. Moi, j'avais pas détesté. En vrai, je sentais, je me souviens, à l'époque, je savais même pas que c'était la version courte, mais je sentais qu'il y avait des trucs qui étaient bizarres sur la première partie, bah oui, peut-être coupés. Je sentais ça, mais en fait, je vais te dire, je n'ai jamais revu, là, en 10 ans, la version. J'ai jamais revu en plus, je crois. J'ai revu que les versions longues, etc., de 3 heures. Et en fait, moi, je trouve le film assez passionnant pendant 2 heures, en fait. Je trouve que le film est assez passionnant. Je trouve déjà le Batfleck est plutôt convaincant. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à accepter que il y a une nouvelle tech sur Batman, voilà, Batman tue, etc. Et effectivement, il y avait le truc, ce n'est pas mon Batman, je me souviens déjà des trucs. Bah, le truc de marquer au fer rouge et tout, j'avoue, je suis mitigé, hein. Tu sais qu'ils marquent les policiers au fer rouge pour qu'ils se fassent buter dans les prisons, bon. Mais je sais, mais il y avait un peu ce truc de geek, et c'est pas pour dire, voilà, mais c'est pas le mon Batman des comics, c'est pas mon truc là, alors que. Oui, bah, que t'avais un peu ça déjà sur Man of Steel, hein, quand tu déjà Man of Steel, il y avait déjà cette approche, c'est pas mon Batman. Moi, ces trucs-là, et je l'ai dit plusieurs fois, je trouve ça un peu ridicule, surtout des trucs de comics. Il y a eu, je sais pas combien de versions de certains personnages, voilà. Batman, au début, il avait des flingues, voilà. Je vais vous dire, évidemment, je dis, il y a 50 000 versions, c'est pas parce que la version la plus populaire, c'est pas la même que celle qui est retranscrite. C'est pas grave, et en vrai, on se ferait chier si on avait tout le temps le même Batman, je pense, on serait insupportable. Mais en tout cas, je trouve que la rivalité dans la version longue, elle est plutôt bien construite, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, voilà, mais je trouve que la montée du Batfleck, de cette rage qu'il a contre Superman, etc., je trouve que c'est pas mal. Il y avait tout le début aussi avec les conséquences, en fait, de Man of Steel, qui répondait beaucoup, je pense, aux critiques. Ça, c'était chouette, ça aussi. Que Man of Steel avait eu sur le fait qu'il y avait peut-être pas de conséquences, etc. Dans la deuxième partie, il te fait l'ouverture qui était bien, qui était super de montrer un peu les conséquences de tout ça, sur le personnage. À part le mec qui l'appelle là, qu'on sait pas qui c'est. Oui, le mec qui reste au bureau et tout ça, qui dit, est-ce que je dois vider le bureau? Ouais, bah, je pense, ouais, mec, je pense que tu devrais partir, là. Je suis pas sûr, quoi. Alors, voilà. Mais, même, en vrai, jusqu'au combat et tout, et même le moment Martha, je le trouve pas si horrible que ça. Moi, je le défendais à l'époque, le moment Martha. Bah, moi aussi, en fait, je le trouve pas du tout si horrible que ce que les gens disent, en fait. Je trouve que, effectivement, enfin, en fait, les dialogues sont un peu appuyés bizarrement, tu vois, genre, c'est vrai qu'il y a un truc un peu bizarre de save Martha, etc., tu vois, mais en fait, ce que ça dit des personnages et tout ça, je le trouve pas du tout con, en fait, ce truc-là. En fait, c'est comme tu dis, sur le coup. Non, moi, je trouvais l'idée pas si con, mais oui, c'est comment c'est délivré, quoi. C'est, pourquoi il dit, il l'appelle tout d'un coup, sa mère, il l'appelle Martha, il dit, va sauver Martha. Enfin, c'est en fait, bizarre, moi, je l'ai vécu, il dit Martha parce que l'autre sait que c'est Clark Kent, donc il doit dire Martha Kent, voilà, enfin, après, oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire Martha. Ah non, c'est l'inverse. C'est Superman qui dit ça à Clark. Oui, mais parce que je pense que Batman sait, je crois, sait qui est Clark Kent, et du coup il dit save Martha Kent, quoi, sur sauve ma mère, enfin bref, c'est vrai que c'est bizarre en fait. Non, c'était bizarre. C'était bizarre. C'était mal délivré. Mais en fait, il dit ça parce que c'est la mère aussi de Batman, mais c'est fou qu'un truc comme ça on l'ait jamais vu, quoi. Enfin, on n'est jamais. Oui, par contre, moi, c'est quand c'est sorti, je fais, mais oui, ça s'appelle tous les deux Martha, j'avais jamais fait gaffe. Mais on n'avait jamais fait gaffe au truc et tout, et je trouve que le fait que Batman se range et arrête de frapper Superman à ce moment-là, je trouve que elle est pas déconnante, en fait, cette idée-là. C'est plus tout ce qui suit après que pour moi un petit peu bizarre. La scène d'action de Batman, je la trouve super, mais après, à partir de ce moment-là, ça n'a plus aucun sens. Enfin, il dit, il sauve la mère du coup de Superman, il dit, ouais, je suis un ami de votre fils. Hein? Et tu sais, à partir de ça, tu dis, bah non, t'es pas l'ami de son fils, ouais, d'un coup, ça devient son meilleur ami, ouais. Oui, c'est ça, puis après, t'as Wonder Woman qui arrive et t'as, tu sais, ces dialogues un peu bizarres. Enfin, je trouve la dernière partie du film, elle est un peu problématique, enfin, cette dernière partie full, en fait, ça, c'est un problème, parce que beaucoup de derniers actes du DCU se ressemblent, où c'est de la bouillie, CGI, ou,
en fait Batman et Superman se tapent contre un Doomsday, mais c'est pas Doomsday, hein, ils ont révélé, hein, c'était pas Doomsday, c'était une abomination, voilà, pour le coup, et qui se sont tapés contre ça, et ça n'a pas d'intérêt en fait visuellement d'avoir juste une. De toute façon, c'est Zod qui est ressuscité en c'est monstre ça, dans le film. En espèce d'abomination, mais en fait il a le design de Doomsday, mais après ils ont dit non mais c'est pas Doomsday, il y a un Doomsday dans l'univers. Enfin bref, n'importe quoi. Oui, mais ils nous font la mort de Superman, c'est Doomsday. C'est ça, et en fait le film à partir de là pour moi s'effondre parce que bah en fait ça devient pas intéressant, en fait ça devient juste du gloubi-boulga CGI dégueu, pas très. En plus le design, le design est moche. Le design du Doomsday il est horrible parce que les VFX sont pas horribles hein, du film, hein, mais c'est juste que c'est de la bouillie en fait numérique. Et vraiment le Doomsday là, je le trouve vraiment dégueu son design là, le troll du Hobbit là, pour le coup. Mais aussi le gros problème du film, c'est qu'il doit préparer les autres. Et donc du coup on se retrouve avec tous les trucs, les fichiers là dans l'ordinateur, les fichiers avec écrit de dossier secret. Et en fait tu cliques sur le dossier secret, t'as l'image de Aquaman, de Flash, etc. Et tous ces trucs qui polluent le film, avec aussi Flash qui vient dans le rêve de Bruce Wayne et tout. Enfin tous ces trucs là qui polluent le film, alors que le film avait pas du tout besoin de tout ça. Juste la rivalité Batman-Superman, il y avait déjà beaucoup de choses à dire. Et du coup le film est gorgé de trucs dont il a dont il a pas besoin, quoi. Même Wonder Woman n'avait pas besoin d'être là. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup trop de trucs dans ce film, quoi. Ouais, non, mais ils ont mis beaucoup de choses parce qu'ils voulaient accélérer, ils voulaient arriver à Justice League parce qu'il y avait eu déjà 2 films Avengers plus Civil War, donc 2 films et demi, quoi, sur le coup. Et ouais, ils étaient en train d'accélérer sur le coup. Et je pense c'est ça le problème dans la prod, c'est qu'ils ont demandé à Snyder de mettre énormément de choses. Enfin, il y a énormément de la chose de la boîte de production qui a demandé, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu mettes en place ci, il faut que tu mettes en place ça. Ah oui, mais je pense que c'est là que ça a commencé les trucs les problèmes de production, en fait, où on dit, bah oui, tu fais ton film, mais en fait, il faut que tu rajoutes tout ça, faut qu'on prépare ça, faut qu'on aille vite, et voilà, quoi. Bah ouais, clairement. Puis, après, il y a aussi le fait qu'il tue Superman alors qu'on est au début d'un univers, moi, ça m'a toujours dérangé aussi. Après, oui, mais ça m'a pas dérangé parce que je pense qu'il avait pensé ce truc-là pour que Superman revienne d'une certaine manière, etc. Et ça m'aurait pas dérangé, même si après on en reparlera du film. Ouais, mais après, tu vois, tu fais une promo Justice League sans Superman, tu vois, c'est ça aussi le problème. Oui, bon, après, tout le monde savait qu'il allait revenir, on va pas se mentir. Ouais, mais il est pas sur les pesters. C'est vrai. Après, c'est pas ça qu'a tué le marketing de Justice League. Moi, je te le dis, on en reviendra après, mais pour moi, c'est pas ça qui a tué le truc. Un petit mot pour Lex Luthor aussi du film. En vrai, il y en a beaucoup qui en reparlent en ce moment, qui disent non, mais c'était pas si bête et tout, parce que quand on voit Elon Musk en ce moment et tout. C'était un peu visionnaire, hein, parce qu'on a eu une flopée de méchants, de tech bro, en gros, de gros tech bro, jeunes tech bro, comme ils appellent, de Elon Musk, Mark Zuckerberg, genre. Et c'est vrai qu'il a eu le nez fin là-dessus. Maintenant, dans les faits, dans l'interprétation. C'est insupportable là dans le film. Ouais, c'est ça. Ding 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 là, ou je sais pas quoi. J'avoue que ça m'a pas trop convaincu, quoi. Après, je trouve que c'est passionnant de regarder comment il a décidé de le mettre en scène, etc. Mais c'est vrai que quand je regarde le film, j'adhère pas du tout, quoi, aussi, quoi. Non. C'est un choix étrange, quand même, de prendre Justin Zuckerberg pour faire Lex Luthor. Mais ouais. Mark Zuckerberg et tout ça, je comprends, mais commencer dans le film, j'ai du mal, j'y arrive pas, quoi. Ouais, mais c'est étonnant parce que tu vois, des fois il prend des trucs, il fait des plans exacts des comics, mais après il fait un perso qui n'a rien à voir avec Lex Luthor, quoi. C'est ok, bon, pourquoi pas. Après, voilà, il a changé. Après, tu dis ça, il fait l'exact truc des comics, mais les personnages, ils sont critiqués parce que c'est pas les versions les plus populaires des personnages des comics, que ce soit Batman, Superman, c'est pas faux. Ou Lex Luthor, etc. C'est, voilà, quoi. Mais bref, le film, quand même, se tient plutôt bien en tant que cohérent dans l'univers, en tant que suite, etc. C'est-à-dire que voilà, c'est la suite directe de Man of Steel, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'aime bien aussi de voir toute la répercussion de Man of Steel, de l'image de Superman aussi. Je trouve ça assez passionnant dans la première partie du film, dans le monde, etc., comment il est vu. Mais voilà, quoi. Le film a coûté extrêmement cher, quoi. Il a coûté plus de 250 millions de dollars, entre 200, peut-être même 300, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un budget délirant. Et le film, il aurait dû marcher, ce qu'il a fait, mais pas autant que ce qu'il voudrait, quoi. Parce que vu le budget du film, il voulait atteindre le milliard, en fait. Il voulait atteindre le milliard de dollars. Toi, à cette époque-là, tu dis, t'as un film, le premier film de l'histoire, où t'as Batman et Superman dans le même film. Sur le coup. Donc, normalement, t'es censé faire le milliard. Enfin, je pense que eux, quand ils ont pitché le film et tout, dans les locaux de Warner, ils étaient en mode, c'est sûr, ça fait le milliard, quoi. Surtout qu'il y avait déjà le truc dans Je suis une légende, avec la petite ref et tout, à l'époque, là. Mais tu sais que pour le coup aussi, par exemple, là, on parle de Batman et Superman, le milliard a pas été atteint. Le démarrage du film est énorme. Le premier week-end est fou, genre c'est un truc de malade. Il était même parti
potentiellement pour faire le milliard. Mais le film s'est fait défoncer, le bouche à oreille n'a pas été bon du tout, et il a chuté comme pas possible, quoi. Et même en chutant comme pas possible, le film a fait quand même presque 900 millions, ce qui est dingue, hein, je tiens à dire quand même. Mais le film a coûté beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc du coup, le film a pas été un flop, dans le terme, il a pas perdu de l'argent. Mais en gros, là, Warner, ils ont commencé à se dire, cette histoire de Snyder, en plus, il y avait encore ce côté sombre, le côté sombre et sérieux qui était critiqué, qui pour moi, c'était pas le problème de ces films-là, je rappelle. C'était en mode, c'est trop sombre, c'était trop sérieux, nanani nanana. La Warner, ils ont voulu changer de direction. Et pour moi, le non-succès du film a conditionné, je pense, le ton de beaucoup des films après. Et voilà, ça a enchaîné. Non, le prochain. Parce que juste après, c'est Suicide Squad, il me semble, non? C'est ça, Suicide Squad. Alors, on se souvient des trailers de Suicide Squad. Le premier trailer, il m'avait hypé de fou. Le premier de la Comic-Con qui était très sombre, pas une blague, très dark, en mode avec le Joker qui dit je vais vous faire du mal ou je sais pas quoi à la fin là. Ouais, bah ça m'avait bien chauffé aussi. Hein. Et il y avait pas de blague du tout. Le film avait l'air quand même d'avoir un ton sérieux. Il y avait un ton, on était avec des fous un peu, mais c'était pas un ton à la Marvel. Hein, voilà, je vais dire vulgairement, en tout cas avec des blagues et un ton léger. Deuxième bande-annonce qui est sortie après la sortie de Batman vs Superman. Je sais pas si tu te souviens. Elle était tout de suite beaucoup plus flashy, beaucoup plus néon, avec beaucoup Queen, plus de blagues. Oui, beaucoup plus de blagues, voilà. Et ouais, là on sentait déjà le changement de direction du film en fait. Bah complètement. Et puis ils ont vu les Gardiens de la Galaxie, ils ont dit ça cartonné. On va faire notre version des Gardiens de la Galaxie, puisque ça va être des persos un peu losers et tout. Bah voilà, on va faire comme ça nous aussi. On va reprendre cette formule. Bah et ça se voit tellement dans les bandes d'annonces. Ça se voit tellement. Ah ouais, c'est abusé. Et il y a eu tellement de problèmes aussi sur ce film-là, parce que aujourd'hui encore, il y a des gens qui te disent release The Ayer Cut, parce que voilà, David Ayer, il a dit que c'était pas trop son film, et ça encore on peut le comprendre, hein, que c'était pas son film et que le film a été remonté, etc. Parce qu'il y a une vague de reshoot qui a été fait pour rajouter des blagues, c'est ce qui a été rapporté et tout ça pour avoir un ton plus léger. Et il y avait aussi le cas, je sais pas si tu te souviens, du short de Margot Robbie. Je sais pas si tu te souviens de ce truc-là. Oui, qu'ils ont coupé, non? Qui a été raccourci, et je sais plus s'il avait été raccourci dans une bande d'annonce ou s'il a été raccourci dans le film, mais en gros il y avait le short qui avait été raccourci en montage dans un montage, et c'est scandaleux de faire des trucs comme ça pour essayer d'attirer les gens en salle et tout. Enfin, c'était vraiment mais n'importe quoi pour le coup quoi. Ouais, et puis après même dans la production du film, il me semble que le film a été monté par la boîte qui a monté les trailers et pas par David Ayer quoi. Bah David Ayer a pas du tout eu la final cut, etc. C'est effectivement les monteurs de la bande d'annonce qui ont monté le film. Et tu sais quoi, quand tu vois le film, ça se sent un peu parce que le montage du film est catastrophique quoi. De ce que je me souviens, je crois que la première heure et tout, il y a des expositions, il y a je sais pas combien d'expositions dans le film, enfin c'est n'importe quoi. Le début des personnages, il y a je sais pas combien d'intros pour chaque personnage, etc. Et pour le coup, enfin voilà, maintenant tout le monde le sait, c'est un des pires films du DCU qu'on ait eu, franchement. Ouais, mais par contre il a cartonné, il me semble. Celui-là, ça a été un énorme succès. Oui. Hein. Mais en fait, il a coûté beaucoup moins cher que les deux autres qui étaient sortis avant. Celui-là, il a coûté genre 150 millions. En tout cas, il a coûté moins de 200 et il avait rapporté 750 millions. Donc oui, c'était un succès quoi, un gros succès. Ouais, bah il y avait comme en vrai, il y avait quand même du bon monde quoi. Jared Leto. Non mais il y avait Margot Robbie, Will Smith, enfin tu peux comprendre pourquoi ça fonctionne aussi, mais il y avait des gros noms quand même, tu vois, dans le film sur le coup. Ouais, après voilà, parce que ça avait fait parler aussi Suicide Squad, il y avait tout un délire avec le look du Joker et d'Harley Quinn qui avait été repris. Puis Jared Leto sortait pas d'un Oscar aussi avec bah il l'avait eu en 2013, oui mais voilà, mais l'imposture n'était pas révélée encore à ce niveau-là. Pas encore, tu vois. Mais pour parler du film en lui-même et de ce que je pense du film, pour le coup, bah je l'ai dit, les montages est catastrophique, mais voilà, problème principal, il n'y a pas de méchant dans le film. Donc voilà, vous voulez faire vos Gardiens de la Galaxie, mais en fait, il n'y a aucun méchant dans ton film. Donc déjà, il y avait un problème de caractérisation. C'est l'Enchantress. Non, mais même l'Enchantress, putain, Cara Delevingne qui faisait des trucs bizarres et tout. Mais enfin, je veux dire, Will Smith qui est tout doux avec sa petite fille et tout ça. Enfin, tous les trucs comme ça, même le mec qui cramait tout là, le Pierrot. Enfin, il y avait aucun méchant en fait dans le film. El Diablo, je crois. C'est ça, El Diablo. Donc en fait, là où dans les Gardiens de la Galaxie, on était quand même avec des ordures quoi, des ordures au grand cœur et tout, hein, qui étaient un peu attachants. Mais on était quand même avec des mecs pas bien. Et là, en fait, c'était des mecs un peu qui ont été un peu maltraités par la vie, etc. Ça marchait pas du tout quoi. Le seul truc du film, je trouve, qui marchait, c'est le casting de Margot Robbie, où je dois avouer que c'est super. Hein, je pense que c'est un des meilleurs castings qu'on ait eu pour une super héroïne. Enfin, vraiment, l'image d'Harley Quinn maintenant, elle est. Enfin, j'ai du mal à imaginer quelqu'un en live action qui est pas Margot Robbie pour le coup. Bon, ça se fera sûrement, mais c'est vrai que là, dans ma tête, quand tu me penses à Harley Quinn, je pense quand même à Margot Robbie quoi, dans le truc. Mais la relation avec le Joker.
Ah oui, ouais, bah puis le Joker aussi en lui-même, hein, le Joker gangsta avec les tatouages partout, la chemise ouverte et les chaînes en or. Bon, j'ai toujours eu du mal. Hein. De Mac qui est là pour accoler sa copine. Enfin, c'était trop bizarre comme idée. Après, au moins, il s'est démarqué. Hein, il a pas fait la même chose qu'Heath Ledger, tu vois, on pourra pas lui dire. Mais c'est vrai que c'était nul. Et puis son personnage, de toute façon, il est pas si présent dans le film en fait. Le personnage de Jared Leto, quoi. Bah, il avait râlé aussi pour ça parce qu'il aurait été énormément coupé. Oui, au parce qu'il a montage été aussi. coupé, oui, aussi beaucoup au montage. Bon, après, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Mais en fait, le problème, c'est que la relation avec Joker et Harley Quinn, ils l'ont pas assumé du tout, en fait. Qui est une relation complètement toxique entre, en fait, le Joker qui tabasse Harley Quinn et qui est une relation abusive, en fait. Et ils ont dit qu'ils ont pas fait ça à l'époque parce ils ont lissé ça comme pas possible parce qu'ils trouvaient que c'était une relation beaucoup trop abusive à montrer à l'écran. Mais du coup, en fait, pourquoi faire cette relation-là, en fait, tout simplement. Alors, tu sais, pourquoi montrer la relation de Joker et Harley Quinn si tu veux pas l'assumer? Enfin, ça fait aucun sens. Ouais, en vrai, ils auraient juste pas mettre le Joker dans le film et puis c'est tout, hein, sur le coup. Bah, au pire ça, quoi. Mais il y a une scène, je sais pas si tu te souviens de la scène où il y a les rêves des personnages, etc. Et le rêve d'Harley Quinn, c'est d'être à la maison avec le Joker et tout, avec sa fille. Enfin, il y a des trucs, tu te dis, et en plus, la relation, elle est complètement esquissée, quoi. Alors que ça aurait été sympa de voir comment Harley Quinn, elle se fait un peu abuser par le Joker, de voir cette relation-là, quoi. Et en fait, non, c'est pas du tout. Et en fait, je me souviens, le film, les scènes de combat, c'est contre des ennemis en caca, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y avait ça aussi. C'est moi, je les appelais les bonhommes caviar. C'est des bonhommes, ils ressemblent à du caviar, quoi. Ils ont plein de bulles noires comme ça autour. C'est trop moche. Tous les designs, de toute façon, les créatures, même du monstre de fin, là, il y a un monstre à la toute fin. Encore une fois, un truc dégueu. Ouais. Et tous les personnages sont pas intéressants du tout. Enfin, de toute façon, il y a aucun focus sur eux. Enfin, je veux dire, Captain Boomerang, Killer Croc, enfin, Katana. Katana. C'est un truc de fou. Elle a 2 lignes de dialogue pour un katana et puis elle disparaît, quoi. Et c'est l'actrice de The Boys, non? Oui, c'est Karen Fukuhara, mais enfin, son perso a été cuté comme pas possible, je pense aussi, de ce qu'il devait être, quoi. Et donc, en fait, les persos ont aucune substance à part Margot Robbie et Will Smith. Sauf que Will Smith, c'est le Will Smith Show. Voilà, je disais tout à l'heure que c'est pas un méchant. Mais en fait, pourquoi c'est pas un méchant? Bah, parce que c'est Will Smith. Et Will Smith, il veut pas interpréter le méchant au cinéma. Voilà, il veut être un good guy. Donc, faut faire forcément que, même quand il joue un peu un bad guy, bah, voilà, il a une petite relation toute douce avec sa fille et tout. C'est marrant de voir le contraste de Bloodsport, de Bloodshot, pardon. Ouais, Bloodsport, c'est presque non, c'est Bloodsport. Oui, c'est Bloodsport. Je sais pas pourquoi j'ai dit Bloodshot. Oui, c'est Bloodsport. Là, Bloodsport. Mais Bloodsport, oui, mais il y avait un côté parodie de ce personnage. Ah, mais complètement, quoi, qui est en mode, en fait, c'est ça un vrai méchant, quoi. Le mec, il est vraiment une relation avec sa fille qui est pas du tout bien dans The Suicide Squad de James Gunn qu'on parlera après. Mais ouais, en fait, le film est décevant au possible, quoi, pour le coup. Mais malheureusement, le succès du film a fait que je pense la direction un peu plus légère, on va dire un peu dans la veine de Marvel, hein, parce que le film s'est fait marveliser alors qu'il n'était pas fait pour être comme ça, quoi, tout simplement. Je pense ça a un peu conditionné aussi beaucoup des prochains films du DCU, quoi. Ah bah, clairement, c'est ce qui va se passer dans les prochains projets. Effectivement, ils vont tous un peu se marveliser, comme tu dis, avec un ton plus léger, et puis toujours ce troisième acte dégueulasse qui va arriver à chaque fois. Bah, on va en parler tout de suite avec Wonder Woman, hein. Alors, Wonder Woman de Patty Jenkins, du coup, voilà. C'est la particularité de ce film-là, c'est que c'est le premier film, en gros, de super-héroïne qui est réalisé déjà par une femme, mais qui est pas horrible, en fait. Oui, c'est ça. Qui est pas juste un truc fait par Pitoff ou des trucs comme ça. Il y avait des films horribles, je trouve, hein, enfin. Le Supergirl, je l'ai pas vu, mais je sais qu'il a une répute, peut-être, voilà. Et le Catwoman de Pitoff, il est très compliqué, même pour l'image de la femme, etc. Et sur ce côté-là, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont quand même un peu devancé Marvel, hein, sur le coup, parce que Marvel avait fait une flopée de films du MCU, mais avait fait aucun film sur une femme, pour le coup, parce que il me semble qu'il y avait un mec qui travaillait chez Marvel pour le marketing, j'ai oublié son nom, qui était en mode... C'est Ike Perlmutter, qui s'appelait. Comment? C'est Ike, I-K-E, Perlmutter. D'accord, voilà, qui était un gros sexiste et raciste au possible. C'est ça. Disait, pro-Trump, voilà. Voilà, et qui disait, ouais, les films de super-héroïnes et les films sur des super-héros issus d'une minorité ne marcheront pas. Bon, voilà, Black Panther et Captain Marvel, ça a un peu, voilà, remis les pendules à l'heure, mais à cette époque-là, du coup, il était en mode, il faut pas faire de marketing. D'ailleurs, il n'y avait pas de marketing sur Black Widow, il me semble, il n'y avait pas de jouets ou de trucs comme ça à cause de lui. Donc ça, il a beaucoup retardé ce truc-là aussi, hein, ouais, pour le coup. Mais du coup, voilà, Wonder Woman, qui est la super-héroïne la plus connue des comics, hein, on va pas se mentir, hein, elle fait partie de la Trinité avec Batman et Superman. C'est fou qu'il n'y ait pas eu de film avant Wonder Woman,
Et voilà. Il y a une série. Oui, bon, voilà. Oui, voilà. Ouais, mais la série est un peu culte quand même. C'est vrai qu'elle est un peu Moi, je me culte souviens. pour le coup, voilà, mais voilà, là un vrai film Wonder Woman avec Gal Gadot dans le rôle principal, qui a été un carton au box-office et qui a montré que les films de super-héroïnes pouvaient marcher et qui avait eu en plus des bons retours parce que c'était le premier film du DCU qui a eu un succès qui était à la fois commercial et critique et que à peu près tout le monde a dit franchement ça se tient plutôt bien quoi. Ouais, c'était à l'époque où on pensait que Gal Gadot était une bonne actrice. Et mais je pense que c'est parce que le film, comme elle joue une neuneu au début du film et qu'elle est un peu bébête, et ben en fait ça passe avec un jeu comme celui de Gal Gadot sur le coup, donc ça nous a pas choqué. Après le film avec le recul, bon, c'est pas fou, hein. C'est un film assez lambda de super-héros, mais je pense que c'est le premier qui était solide pour un film de super-héroïne qu'on a tous trouvé ah ouais ok c'est pas cool et c'était plutôt cool. Et bon après il y a la scène des tranchées qui est quand même très sympa quoi. Non mais c'était très important, tu vois, même culturellement et tout, d'avoir ça, d'avoir ce film-là. Et c'est vrai que Gal Gadot, comme tu l'as dit, elle est pas horrible en fait dans le film parce que c'est vrai que c'est une fille qui lui va, ça lui va bien en fait, ce personnage un peu perdu, qui découvre le monde en fait, tu sais, un peu ailleurs et tout. Mais bon, sa carrière après, voilà, on va pas en parler non plus. Mais aussi c'est le fait qu'aussi on ait une femme qui est iconisée comme tous les autres super-héros masculins en fait. Ouais. Et c'est ça qu'on n'avait jamais eu pour les super-héroïne féminine pour le coup, c'est qu'elle est pas sexualisée, elle est pas objectifiée, elle est iconisée comme Zack Snyder iconiserait Batman, Superman, etc. quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est une vraie super-héroïne. Et le film je le trouve pas horrible, mais je le trouve pas super non plus. Voilà, c'est pas un film de fou, on va pas se mentir. Mais à ce niveau-là, il était quand même un peu plus frais et je trouve qu'il y avait quand même quelques bonnes idées. Tu vois, moi j'aime bien le moment où elle découvre un peu la civilisation, etc. Ce qui se balade avec Steve Trevor, etc. Je trouve qu'il y a une bonne relation entre eux. Et là déjà il y avait Est-ce que ça fait pas un peu Thor? Hein? Est-ce que ça fait pas un peu comme Thor? De quoi? Bah Thor quand il arrive sur Terre, qu'il découvre la civilisation, qu'il va boire des coups. Ça y ressemble un peu effectivement, tu vois. Mais après ouais, c'est pour moi après le contexte n'est pas le même. Déjà il y a un contexte quand même, Seconde Guerre mondiale et etc. Et puis Thor, je suis désolé, mais c'est un gros beauf. Tu vois, c'est un super héros mec. Enfin là il y avait un truc où c'était une femme. Il y avait autre chose, je trouve. C'était pas exactement la même dynamique, mais il y avait ce côté. Ça débarque dans un environnement qu'elle connaît pas, tu vois. Mais après on se retrouve avec ce troisième acte. Et voilà, bon, bouillie numérique, c'est pas intéressant pour le coup, quoi. Avec le méchant moustache. C'est ça, avec David Tellis, je sais plus comment dire son nom, qui joue Lupin dans Harry Potter, avec une petite moustache, très très belle moustache. Voilà. Mais en fait, le film, je le trouve pas horrible et je trouve que son carton est pas injustifié pour le coup. Et c'est pas loin d'être un des pires films du DCU, mais voilà, c'est pas une dinguerie non plus, quoi, pour le coup. Ouais, mais j'ai pas spécialement envie de le revoir, tu vois, bizarrement, je sais pas. Non, mais pas tellement, parce qu'en fait, il est pas incroyable, en fait, dans la flopée de tous les films de super-héros qu'on a eu, il est pas, voilà, c'est pas fou. Ouais. Mais ouais, en fait, il y avait quelques idées, en fait, qui étaient sympas. Maintenant, c'est pas fou, c'est pas la folie non plus, quoi. Mais en tout cas, là, on s'est dit, ah putain, Suicide Squad, et là, Wonder Woman, quand même, ça va en ce moment le DCU, ça se remonte un peu. Peut-être que là ils ont trouvé leur voie. C'était mal connaître le film qui allait suivre. Voilà, pour le coup, qui allait abattre, je pense, le DCU d'un gros coup. Justice League. Voilà, on arrive au moment Justice League. Que dire? Que dire? À la base, le film était pensé comme 2 films, déjà, à la base, quand il a été annoncé. Ouais. Mais je pense qu'à la sortie de Batman vs Superman, ça les a un peu refroidis. Le cas Zack Snyder, déjà, était en sursis, je pense, à ce moment-là. Et je pense que c'est un des films qui a le plus de problèmes de production de tout le DCU. Parce qu'il y a de gros problèmes énormes. Bon, déjà, il y a eu une tragédie qui a frappé un petit peu Zack Snyder, là, pour le coup, c'est la mort de sa fille, pour le coup. Et qui a entraîné Zack Snyder, qui a quitté le film, au bout d'un moment, parce qu'il n'a pas... Enfin, voilà, il a craqué, ça on peut le comprendre. Il s'est réfugié un petit peu dans le travail pour essayer d'oublier un peu le suicide de sa fille, mais c'est compliqué, tu vois, de continuer. Et on comprend qu'il soit parti à ce moment-là, mais ça a entraîné tout un tas de décisions plus mauvaises les unes que les autres, je pense, pour ce film, quoi, parce que il y a un bon ami de chez Marvel qui est venu, Istin. Hein. Ouais, bah ils ont embauché Joss Whedon, qui est l'opposé complet de Zack Snyder, donc ça nous a donné un truc un peu bizarre sur le coup. Ouais, c'est un film qui est compliqué, hein.
Parce qu'à la base, je crois qu'il avait été pris comme script doctor, en gros pour écrire le script, qui est pas quelque chose de pas commun dans les gros blockbusters. Mais en fait, il a fini par être le nouveau réalisateur en fait. Et là, tous les scandales se sont enchaînés. Ah bah là, c'est parti en couille. Sur le coup, oui, bah y a rien qui va. Hein, sur le... Parce qu'il a fait des reshoots massifs, mais vraiment massifs du film. Je crois qu'il a réécrit 80 pages de script et il a tout remonté. Et puis le film a été remonté totalement. On en reparlera juste après. Bon, sauf que Warner, ils se sont dit, ouais, Avengers, ça a cartonné, on va prendre le mec qui a fait les Avengers, parce que là, on va faire un film d'équipe, quoi. Mais c'est ça, en fait. Mais même dans l'idée, à l'époque, Joss Whedon, les gens n'avaient pas une mauvaise opinion de lui, hein. Pour le coup, c'était quand même le mec qui avait réussi à faire Avengers, etc. Donc les gens étaient un peu, voilà, ils étaient en mode, bon, c'est chiant que Zack Snyder soit parti, mais c'est pas forcément gage de quelque chose de mauvais. Mais il y a eu des choses qui se sont passées sur ce tournage. Est-ce que tu te souviens? Là, t'as parlé de moustache de David Tellis. Celui qui, le moustache gate. Pour rappel, Henry Cavill est parti tourner Mission Impossible 8 pour Paramount, et donc il a une moustache dans le film. Et sauf qu'il y a eu les reshoots massifs de Joss Whedon sur le film qui sont venus. Et le problème, c'est que il était en plein tournage pour Mission Impossible. Du coup, la Warner a demandé, est-ce qu'on peut faire que Henry Cavill se rase la moustache pour jouer le rôle de Superman? Et Paramount a dit, non. Ouais, non, en fait, on n'a pas envie qu'il se rase la moustache parce qu'on en a besoin pour le film. Du coup, Warner a dû enlever digitalement la moustache d'Henry Cavill, et quand tu regardes le film, ça se voit, même dès la première scène là et tout, tu vois la moustache numérique, etc. Enfin, c'est horrible, quoi. Donc même, enfin, tout ce qui a mal tourné, enfin, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné, en fait, dans ce film. C'est qui est fou, c'est ça. Même la chance, il l'avait pas avec eux, quoi, pour tourner ce film avec ce truc de moustache. Et là, tous les témoignages qui sont sortis contre Joss Whedon aussi, ça a été quelque chose. Ah oui, aussi, c'est vrai, j'ai oublié, mais oui. Comme il s'appelle, l'acteur de Cyborg, Ray Fisher. Ray Fisher qui a des problèmes avec la Warner depuis ce film-là, sur le coup. Puis Gal Gadot aussi avait parlé de choses aussi. Joss Whedon qui a vu des propos pas très cool, je crois, aussi. C'est ça. Ouais. En gros, il a été très abusif sur le tournage, surtout sur Ray Fisher et Gal Gadot, etc. Et puis après, il y a plein de témoignages contre Joss Whedon dans le temps qui sont sortis, contre lui, d'harcèlement moral, etc., etc. Donc ça a été très compliqué. Et le film est arrivé. Est-ce que tu te souviens de la semaine où tu as vu le film? Ouais, bah oui, je l'ai vu le jour de la sortie, je crois. Ouais. T'en attendais beaucoup ou pas? Non, j'attendais pas de fou, hein. Bizarrement, j'avais pas une hype. Ce film-là, j'avais pas une hype. Déjà, je le sentais pas sur les trailers, en fait. Il me donnait pas envie, les trailers à l'époque. C'était un peu bizarre. Je voyais Flash qui faisait des blagues avec Batman, mais ça marchait pas du tout dans la limousine, là, enfin dans la voiture. Je sais pas. Il y avait un truc qui collait pas. Dès le marketing. Ouais. Mais je pense il y avait déjà les gens qui avaient été déçus avant et tout. Et même, de toute façon, on va en parler, mais le fait que le film arrive aussi vite, je pense que les gens ne connaissent pas Flash, ne connaissent pas Aquaman. C'est ça aussi. Dans un film, je rappelle, de 2 heures. De 2 heures. C'est le film le plus court, je crois, de tous les films qu'on avait eu avant du DCU, quoi. C'est le film le plus court, alors que c'est le film qui doit introduire le plus de personnages, qui a une histoire qui est quand même pas mal globale, quoi, avec Darkseid, etc. Il y avait un gros truc, quoi, derrière. Tout ça en 2 heures de film. Mais enfin, c'est impossible de caler tout ça, quoi. Et le film, on le sait qu'il a été charcuté comme pas possible, etc. pour qu'il se rentre dans les 2 heures. Et je pense que ça, c'est un truc de la Warner, ça, qu'on dit, on veut le mettre sur le plus de copies possible, donc on va réduire la durée du film, quoi, pour le coup. Et du coup, qu'ils avaient déjà fait un peu sur BVS aussi, on a l'impression, hein. Un peu, mais encore BVS, t'as 2h30, t'as moins de personnages, déjà, aussi. Enfin, je veux dire, c'était plus, là, t'as 2 heures. Je veux dire, à la fin du film, tu connais pas Flash, Aquaman, Cyborg. Cyborg, il a été complètement cuté du film. Je me souviens du premier montage, parce que je l'ai pas revu, hein, vous m'excuserez, le film Justice League, hein. Désolé, je l'ai jamais revu parce que c'est pas possible. Mais en fait, le truc, c'est que ça peut pas marcher, en fait. Tu peux jamais être investi dans cette histoire, quoi. À aucun moment. Et surtout que, on en reparlera de Zack Snyder Justice League après. Je suis pas le plus gros fan de Zack Snyder Justice League pour différentes raisons. Mais là, enfin, c'est impossible de savoir que c'est le film de Zack Snyder. Quand tu regardes le premier film, c'est un truc de malade, quoi. Parce que ça a donné un cas d'école, je pense, de la dévitalisation d'un style, quoi. C'est-à-dire que le film est à peu près pareil narrativement, hein. Il y a un gros méchant qui arrive, il va chercher des boîtes, et puis les mecs se rassemblent pour les fumer. Mais en fait, c'est plus le film de Snyder. Il a plus du tout la gueule d'un film de Snyder. C'est-à-dire que la colorimétrie, elle a été, ils ont essayé de rajouter de la couleur artificielle. Mais il y avait déjà des comparaisons, je crois, entre les trailers et le film final, je crois. Oui. Déjà ça changeait.
mais on sent que la colorimétrie avait changé. Le rythme du film est pas du tout un rythme, enfin, le rythme est charcuté comme pas possible, voilà, fallait que ça aille vite, etc. L'iconisation des personnages est pas du tout la même, hein, là, pour le coup. Les ralentis, bah là, ils sont disparus aussi du film, c'est plus du tout la scène, parce que c'est ça qui est aussi assez marrant de voir, c'est la différence de Zack Snyder Justice League et Justice League, quand il y a plein de gens qui ont fait des comparatifs, et tu regardes les mêmes scènes qui sont pas du tout montées pareil, quoi. Vraiment, c'est abusé, quoi. Et c'est comme si, on avait dévitalisé le film de Zack Snyder. Et quoi qu'on pense du film de Zack Snyder, je suis pas en train de dire c'est un bon film ou pas un bon film, hein, Zack Snyder Justice League, je suis juste en train de dire, objectivement, ça ressemble plus à un film de Zack Snyder, tu vois, dans le style, c'est tout. Pas du tout. C'est ça le truc. Non, pas du tout. Mais ça ressemble plus à une parodie d'un film Marvel, tu vois. Ah oui, tu vois, dans l'idée. Sur le coup, ça veut faire du Marvel, mais ça le fait pas bien, quoi. Non, mais il y avait un gros problème d'interaction entre les personnages, parce que il y a beaucoup de blagues et d'interactions entre les persos qui ont été rajoutés en post-prod avec Joss Whedon, etc. Mais tout est forcé à un point qui est genre horrible, quoi. Ouais, il y a pas Flash qui tombe sur Wonder Woman. Ah oui, il y a plein de trucs. Non, mais le Flash est insupportable dans ce film-là. Enfin, déjà dans le film de 4 heures de Snyder, il est chiant, mais dans celui-là, il est insupportable, quoi. Pour le coup, il fait des blagues et tout. Il y a une interaction que je me souviendrai de pseudo-romance entre Gal Gadot et Ben Affleck en tant que Batman dans le jet et tout. Enfin, c'est horrible à voir. Enfin, genre vraiment, tu te dis, mais enfin, le film a pas du tout été pensé. Enfin, c'est un espèce de catastrophe industrielle, en fait. Oui, je me souviens. Et en plus, on a l'impression dans ce film-là que que Ben Affleck, il a plus fait d'efforts du tout. On dirait il est gros, quoi. Enfin, tu sais, il y a un côté. Il avait un côté un peu plus bouffi, mais parce qu'en fait. Ouais, c'est ça. Faut savoir aussi, parce que ça aussi, là, on va en parler tout de suite. Le casting du DCU, c'est peut-être le casting le plus problématique que j'ai vu de toute ma vie sur un univers, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de problèmes, quoi, sur ce casting, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Parce que Ben Affleck, bon, c'est pas forcément un cas problématique, mais il a eu des gros problèmes de dépression, d'alcool, etc., qui ont fait que, voilà, il était beaucoup moins investi dans le rôle, et même dans les reshoots et tout, ça se voit un petit peu le pauvre et etc. D'ailleurs, ce qui a mené à The Batman, puisqu'on rappelle qu'il devait réaliser un film Batman, Ben Affleck, avec Deathstroke, etc., qui est teasé à la fin de ce film, à la fin de ce film-là, comme quoi Deathstroke il va s'attaquer à Batman. Il ne verra jamais le jour, parce que Ben Affleck a dit j'ai pas les épaules pour réaliser un film, je me sens pas bien, il était pas du tout bien dans sa vie. Du coup, c'est Matt Reeves qui va le réaliser, mais du coup, ça s'est transformé, puisque Matt Reeves a dit je fais pas ce film-là, je ferai mon propre Batman, ce qui a donné The Batman, et bon, c'est peut-être la meilleure chose qui est ressortie de tout ça, je trouve, de Batman, etc. Mais en fait, le film, Jason Momoa, il y a eu des gros problèmes aussi avec lui. Ezra Miller, mais le mec est un taré en puissance qu'on a compris plus tard. Zachary Levi aussi, lui, c'est la palme aussi pour Shazam. Et Gal Gadot aussi, elle avait des prises de position qu'on clairement fait débat. Donc le casting du DCU, et ça, il pouvait pas savoir aussi, je pense, que ça allait mal se passer, mais il y a eu des gros problèmes, quoi, dans tout ce casting-là, quoi. Ouais, puis après, même moi, si on parle en termes de représentation par rapport aux comics, tout ça, j'ai du mal avec certains. Le Flash de Ezra Miller, je l'ai jamais aimé. Pour moi, il y a aucun film où il est bon. Ni The Flash, ni celui-là, ni la Zack Snyder. Moi, je l'aime pas. Mais en fait, on sent qu'il y avait pas d'approche avec ce personnage. Enfin, je pense que déjà Zack Snyder, il s'en fout de ce perso, déjà. Et je pense que l'approche de ce personnage, la gestion de sa vitesse, la manière dont il est caractérisé, il y a rien qui va, quoi. C'est vrai que c'est extrêmement étrange, et on reviendra de toute façon sur Flash bien plus tard aussi. Mais voilà, en fait, le film il y a une grosse bouillie numérique, encore une fois. Enfin, le dernier acte est complètement dégueulasse. Enfin, il y a encore tous ces problèmes-là, quoi. Et le méchant est nul. Enfin, le méchant est vraiment nul. Enfin, Steppenwolf, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Enfin, c'est terrible. Il est générique as fuck, quoi. On parle souvent de Marvel et de ses méchants, mais là, d'ici, c'était quand même pas mal, là. Ouais, c'est quand même un niveau au-dessus, en dessous, comment dire, c'est un niveau au-dessus de la catastrophe. Enfin, c'est plus, d'ici, c'était vraiment pas bon, quoi. Enfin, j'ai pas vraiment de méchants que je retiens vraiment. Zod quand même était vraiment cool. Zod était cool, et Starro. Ouais, mais après, tu vois, ça c'est pas un méchant qui est vraiment marquant, mais non, mais enfin il y a eu des bons méchants, tu vois, il y a quelques bons méchants, moi je trouve, on en reparlera plus tard, tu vois, mais le truc c'est que ils sont pas forcément dans des bons films, ou voilà, ils sont un peu noyés dans des trucs, dans certains trucs, quoi, pour le coup. Là c'était pas nouveau, ça a été compliqué. Il a un design dégueulasse, le design le premier design, enfin les deux designs de toute façon sont horribles, c'était pas ouais, les deux, même celui de Zack Snyder, même s'il est peut-être un peu plus travaillé, tout celui de la version de Zack Snyder, c'est quand même pas, moi je suis quand même pas convaincu de fou. C'est ça. Mais il est pire, celui de la version de Justice League de base est pire, clairement. Et puis, il y a tous les trucs, il y a le retour de Superman, etc. On va pas en revenir dessus.
la fin avec la course entre Superman et The Flash. J'ai l'impression que je l'ai rêvé ce moment. Tellement il est fou, quoi. Et puis il y a aussi le fait que Joss Whedon, il se dit, bah, on va mettre des civils, parce que moi, dans mes films de super-héros, je mets des héros qui sauvent des civils, quoi. Et il met une famille russe, là. Mais ça sort le reshoot, mais tellement parce que. Ah oui. En fait, dans l'idée, pourquoi pas, tu vois, d'avoir des super-héros qui sauvent les civils. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais en fait, la manière dans laquelle c'est fait dans le film, c'est tellement artificiel et ça sort tellement du truc. Tu fais mais oui. Arrête, quoi. Ça, c'est horrible. C'est genre une maison au milieu de nulle part où il y a 3 bonhommes. Non, mais pour moi, ce film-là, c'est c'est peut-être un des pires films de super-héros, hein, je pense aussi. Ouais. Hein. Franchement, c'est abusé, quoi, le gâchis du truc, quoi. Alors que c'est Justice League, quoi. C'est ce que j'allais dire, quand même. Enfin, c'est un des projets peut-être les plus attendus par tout fan de comics depuis 20 ans, tu sais. Ouais, clairement. Ils te font un gâchis. Et là, moi, je me disais, tu foires ton Justice League, c'est comme si tu foirais ton premier Avengers, quoi. Et donc, forcément, après, ton univers se pète la gueule. Mais moi, je pense qu'après, ça a pu être le même, hein, la catastrophe, ça a été au box-office, parce que le film a fait dans les entre 600 et 700 millions, ce qui est pas un si gros flop quand tu penses, mais le film a coûté extrêmement cher. Les reshoots, ils ont coûté extrêmement cher aussi. Le film, voilà, il s'est jamais remboursé. Et là, on a plus de Justice League partie 2, ça s'est dégagé. Zack Snyder, il s'est fait virer comme un malpropre. Enfin, je veux dire. Et là, du coup, l'avenir de DCU, il tenait à un fil, quoi. Et moi, je pense que ça a entraîné après un truc très bizarre dans le DCU, c'est le manque de connexion, en fait. Enfin, plus rien n'était connecté après dans cet univers-là, en fait. Il y a plus de crossover vraiment après. Enfin, c'est trop bizarre, en fait. C'est comme si, en fait, ils tentent de faire des films dans l'univers et voir est-ce que ça va marcher, sinon on fait une suite à ça, mais il y avait pas, comme s'il y avait un trauma du Justice League de pas du tout réunir les héros, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est vrai, à part ce Flash où il ramène quelques personnages, mais ouais, sinon... De Flash, ça les met KO et ça les abat, ouais. Voilà, pour le coup, c'est très compliqué, quoi. En fait, à chaque fois qu'il faut un crossover, ça va pas. Ouais, mais c'est vraiment ça, quoi. Et en plus de tout ça, parce que là, il y avait des gros problèmes de box-office, il y a eu des gros changements de direction chez Warner. Des gros changements. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, Walter Hamada, il a remplacé l'ancien président de DC, parce qu'il y a eu plusieurs présidents qui se sont succédés en quelques années, et lui, il a voulu se tourner davantage vers des films stand-alone et moins transversaux, donc moins de crossover comme Justice League. Je sais pas du tout si c'était une bonne idée, enfin non, du coup, puisqu'on sait l'avenir du DCU, je sais pas, non, ça n'a pas été une bonne idée du tout, pour le coup. Mais après, on a eu un autre film, alors là, qu'on n'a pas vu venir, parce que là, moi, je pensais que le DCU, c'était mort à partir de ce moment-là. On a tous cru que c'était mort à ce moment-là. Non, mais là, il y a un film, il arrive, il va faire le milliard, quoi. Oui, parce que faut le rappeler, il y a eu plein de films qui étaient annoncés, comme j'ai dit, Batman, Ben Affleck, The Flash qui devait sortir juste après Justice League, il est pas sorti du tout. On en reparlera, plein de réalisateurs qui se sont succédés, et il est sorti pas du tout au moment où il fallait. Et il y a le seul film qui a réussi à garder un peu son cap, qui a été fait par, c'est celui qui a été fait par James Wan, donc voilà, qu'on a dit, qui a fait la saga Conjuring, Saw, etc., qui est venu sur Aquaman. Et alors là, mais incroyable, le plus gros succès du DCU, c'est Aquaman, qui a fait $1 milliard au box-office, quoi. What the fuck? Ça n'a aucun sens, hein. Moi, j'ai jamais compris, hein. On se rend le coup. Pourquoi ce film-là? Parce qu'en plus, Aquaman, c'est le perso où tu te dis, non, mais c'est le truc qui va pas marcher au cinéma, tu sais. Là, c'est le truc c'est le perso dont tout le monde se fout de sa gueule, etc. Et c'est ce film-là qui fait $1 milliard. Franchement, c'est inconcevable. Je sais même pas comment c'est possible. Je sais pas ce qui a plu aux gens, pour le coup. Il a beaucoup marché en Chine aussi, hein, ça faut le savoir. Le film, tu l'aimes plutôt, toi, ou pas du tout? Moi, j'aime pas du tout la version de Aquaman de Jason Momoa. Après, j'aime bien le Prince Orme de Patrick Wilson. C'est Patrick Wilson? Oui. Le nom de l'acteur. Et c'est un film qui est généreux quand même, voilà. Il y a des bonnes bastons, il y a des trucs et tout, mais ouais, moi ça m'avait pas trop plu. La reprise de Pitbull, tout ce délire un peu, ouais, le Aquaman bourré qui est tout le temps des blagues et tout. Et, ouais, moi c'est compliqué comme film quand même, hein. C'est pas un film que j'ai envie de revoir, tu vois. Et le 2 c'est encore pire, hein, mais ouais, pour moi c'est pas ce que je veux voir en Aquaman, parce que moi j'ai adoré les comics de Geoff Johns d'Aquaman, où on a un Aquaman très un peu à la Black Panther, quoi. Un mec très, comment dire, tu sais, la royauté, qui est très, très sérieux, très machin. Oui. Qui est un peu, très qui a de la prestance, etc., et tout. Très noble et tout. Et là, je vois un gros beauf, là, sur le coup. Et bon, ça m'avait saoulé, quoi. C'est vrai que là, pour avoir vu des épisodes de Justice League, il est pas du tout comme ça, quoi, le Aquaman. Pour le coup, dans la Justice League, il est beaucoup plus, il y a une stature royale, quoi. Mais après, faut savoir qu'Aquaman, c'est quand même un héros qui a été moqué
surmoqué quand même ce personnage-là par beaucoup de geeks, etc. Il parle aux poissons, etc. là. Mais pour le coup, prendre Jason Momoa pour réinventer l'imaginaire du personnage, c'est vrai que dans l'esprit, je peux comprendre l'idée, tu vois. Pour le coup, c'est vrai que dans le premier film, il est quand même hyper classe, quoi. Il en impose quand même pas mal, je trouve, Jason Momoa. Et après, effectivement, c'est un gros beauf. Mais je trouve que dans le premier film, après on en reviendra sur le deuxième, je trouve que ça allait encore. C'est-à-dire que il était pas en Jason Momoa, il était en Jason Momoaification, mais pas encore total, tu vois. Il se tenait un peu, tu vois. Il était pas encore complètement bourré à se faire pisser dessus par des bébés. Tu vois, on n'était pas encore à ce niveau-là, tu vois. Et en fait, Aquaman, c'est pas un bon film, mais je trouve qu'il y a un truc de spectacle complètement barré. Il pousse tout à fond, en fait, James Wan, qui me force un petit peu la sympathie, j'avoue. C'est-à-dire que c'est un film qui se prend pas du tout au sérieux, qui rompt complètement avec l'esprit de Zack Snyder, hein, là, pour le coup. Et vu le succès du film, ça a aussi donné la direction qu'on aura après de films quasiment que des films avec de l'humour, etc. Hein, voilà, de marvelification, quoi. Mais en fait, le film, c'est un joyeux spectacle et il y a quand même des dingueries, je trouve, dans le film. Il y a une bataille finale qui est complètement folle sous les eaux, etc. James Wan, il fait un melting pot de plein de trucs qu'il kiffe avec des scènes d'action qui sont plutôt, que j'aime plutôt bien, moi, je trouve, dans le film. Et il y a même ce passage dans la tranchée, on reparlera de ça. La tranchée de Trench, qui est un peu horrifique, etc. Enfin, il a vraiment mis un melting pot de pas mal de trucs et je trouve le film assez généreux, en fait, pour le coup. Donc, et après, il y avait des gros problèmes c'est pas de FX, mais d'idées de comment gérer sous les océans. Là, on a eu Avatar 2 maintenant, donc je pense que revoir le film, ça va faire mal, mais voir les cheveux qui bougent dans l'eau de manière, mais complètement dégueulasse. Enfin, le film est vraiment, vraiment, il a une DA qui est vraiment, faut l'adhérer, quoi. Cette DA du film, parce qu'elle est vraiment dégoulinante, quoi. Vraiment dégoulinante. Mais je trouve que comme le film y va à fond, et que j'aime bien Patrick Wilson en Orm, là on parlait de méchant, mais je le trouve pas dégueu, moi, Patrick Wilson en Orm. Non, moi non plus. Voilà, mais pour le coup, voilà, le film. Après, lui, il joue sérieusement son personnage aussi. Ouais, mais je trouve qu'il y a ouais, voilà, tu vois, mais il a un vrai truc, tu vois. Il y a un vrai décalage entre les deux, etc. Et je trouve que ça marchait plutôt bien. Mais voilà, après, c'est pas un grand film, mais je trouve pas que c'est une merde non plus. Je trouve que c'est un film faut adhérer, en fait, au principe et sinon ça va être compliqué, quoi, pour le coup. Mais c'est vrai que c'est fou que le film ait fait le milliard, quoi. C'est encore un gros énigme, quoi. Point d'interrogation, mais Aquaman 2 est aussi un des plus gros succès, je crois. Oui, en tout cas, dans les derniers, là. Ouais. Et ensuite, on a eu un autre succès, comme quoi on pensait que c'était fini avec Justice League. Mais non, il y a eu un autre succès et le dernier succès, techniquement là maintenant que j'y pense, le dernier succès du DCU qui date de 2019, du coup c'est Shazam de David F. Sandberg, donc un autre mec qui vient de l'horreur. C'est peut-être James Wan, hein, d'ailleurs, qui l'a mis dessus parce qu'il a fait Annabelle 2, donc il a peut-être viens faire ce truc là. Shazam qui est un succès parce qu'il a coûté aussi beaucoup moins cher, il a coûté je crois 120 millions, un truc comme ça, il a pas du tout coûté cher. Ouais. Il a rapporté, non, même moins de 100 millions, je crois, hein. Enfin je sais plus. En tout cas c'était très très peu et il a rapporté 400 millions à peu près, donc voilà, ça a été plutôt un gros en tout cas un succès pour le coup. Qu'est-ce que tu penses de Shazam, Mistin? J'aime pas du tout. Alors il y a plein de gens qui aiment et tout, mais moi en fait j'ai un gros problème avec le film, c'est que le perso, quand il se transforme, devient plus débile que sa version enfant, alors que pour moi le perso doit être le même, en fait, doit avoir la même personnalité. Là il change de personnalité quand il se transforme et il devient complètement con, et moi ça m'a toujours posé un énorme problème dans ce film-là, quoi. Et dans le 2, ça va être encore pire parce que en plus l'acteur il a grandi. Mais là, ouais, dans le premier, pour moi, ça marche pas si bien que ça, hein. Et en plus, j'aime pas le costume. En fait, pour le coup, moi je pense que c'est juste Zachary Levi. C'est le Zachary Levi show, quoi. C'est-à-dire que lui, quand il se transforme, il devient complètement débile. Et moi, cet acteur, je l'ai jamais trouvé bon, même après, quand on a vu ses sorties complotistes bizarres là, voilà. Mais même avant ça, je trouve que cet acteur est pas bon du tout, mais c'est vraiment l'horreur, quoi. C'est-à-dire que quand il se transforme, ça devient, il s'arrête pas de faire des vannes et des trucs comme ça. T'as vraiment envie de lui mettre des grosses baffes, quoi, ce mec-là, quoi. Parce qu'il devient un enfant attardé complètement débile, et comme tu l'as dit, alors ce qui n'est pas, en fait, quand il est jeune, il est plutôt sérieux, il y a juste des traumas et des trucs comme ça, il devient complètement débile, et c'est insupportable, quoi. Et en fait, là, pour moi, c'est le premier film, parce que Aquaman, il y avait quand même une générosité il y avait vraiment, je sens quand même le film de James Wan, de gros film de geek, qui essaye de mettre tous ces trucs. Ici, c'est le premier film où je me suis dit, ils se sont dit, on va faire un film Marvel. Tu vois ce que je veux dire? Ils se sont dit, là, on va mettre des blagues un petit peu partout, on va vraiment faire une comédie Marvel et tout, quoi. Et le film, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien, mais moi, je serais incapable de le revoir, quoi, tu vois, ce film-là. Ouais, je crois aussi. Après, il y a quand même ce truc, tu sais, tu dis Shazam, mais tu te transformes, il y a un truc cool.
Il y a un truc, Ah mais moi je trouve que l'idée de Shazam, l'idée super-héros est super cool quoi. Mais d'en faire un héros attardé comme ça, enfin ça m'a en plus il arrive à un moment où je crois que c'est 2019 où c'est le pic de Marvel, enfin là où vraiment c'est la fin de le Endgame et tout ça. Et pour moi Shazam c'est un film Marvel lambda. C'est comme si un film Marvel lambda sort en même temps que Endgame et tout ça. Je m'en fous en fait, ce film-là, on s'en fout quoi. Et j'arrive pas, j'ai du mal à croire qu'il ait marché, mais bon, en 2019 t'as l'impression que tous les films marchaient. Donc de toute façon, tu sortais un gros film, peut-être ça reprenait un peu le truc familial après film de Noël ou je sais plus, non c'est sorti après Noël je crois. Mais ouais, il y avait un peu cette idée là de ce truc là, un peu comédie familiale pour les enfants, pour un peu tout le monde. Le problème c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les films là, ils construisent rien pour l'avenir non plus, tu vois. Si t'intéresses en tant qu'univers partagé, bah t'as rien en fait. Ah mais non mais à partir de ce moment-là il y en a plus parce qu'il y a cette fin où il y a la tête d'Henry Cavill qui est coupée là, on se souvient où Henry Cavill arrive, enfin, le Superman arrive dans la cantoche là pour de tout et il se pose et en fait ça coupe parce que Henry Cavill est pas du tout venu pour faire ce film là en fait, et pour le coup, mais en fait ça démontre quelque chose, c'est que déjà c'est devenu une blague, enfin je veux dire Superman qui arrive c'est devenu une blague, un comique et tout, et de toute façon il est pas revenu pour le film, donc l'univers à ce moment-là était foutu quoi. Il y avait même Man of Steel 2 qui avait été annoncé et qui avait été plus annoncé, enfin on n'entendait plus parler et tout, et on reparlera dans une deuxième partie de tous les films qui ont été avortés du DCU pour voir un peu tout le bordel qu'il y a eu. Mais à partir de ce moment-là, pour moi, c'est la fin en fait du DCU tel que Zack Snyder l'avait pensé, peut-être, je vais te dire. Pour le coup, c'est-à-dire que à partir de Shazam, pour moi, c'est plus du tout les films qui sortent, c'est plus du tout dans l'esprit c'est plus dans l'impulsion de Zack Snyder, tu vois. Zack Snyder qui était censé être le mec qui chapeautait l'univers, tu vois. Parce que Aquaman, c'est quand même Zack Snyder qui caste moi pour jouer le personnage d'Aquaman. Et qui est parti chercher James Wan aussi, et tu vois, c'est lui qui avait un peu, tu te souviens, un Patty Jenkins, James Wan, etc. Il était parti quand même les chercher pour faire les films, hein. Voilà, et là là Shazam, c'est fini quoi. Oui, parce que c'est même pas là, ça n'a rien à voir avec Snyder, il est pas du tout impliqué dans ce projet-là de base. Donc ouais, effectivement, là, c'est peut-être, ça y est, on casse vraiment avec la volonté du sérieux de l'univers, en plus, dont on parlait au début, très proche de The Dark Knight, tout ça. Là, bon, c'est bon, on y est plus du tout. Mais la fissure avec Marvel, elle est rompue. Là, c'est vraiment, ils font des films, ils essayent de faire des films comme Marvel. Voilà, c'est fini, c'est à ce moment-là, quoi, pour le coup. Et ouais, après, le film a pas trop mal marché, hein, comme on l'a dit, mais à partir de là, ça a fait que descendre, quoi. Surtout qu'en fait, à côté, en plus, ce qui a tué, je pense aussi le DCU, c'était les autres propositions du DCU. C'est-à-dire que 2019, c'est Joker. 2019, c'est Joker. Joker qui est pas du tout connecté au DCU. Pour 50 millions, il fait 1 milliard. Il fait 1 milliard pour 50 millions. Je pense qu'à ce niveau-là, ça a beaucoup chamboulé certains trucs. Je pense, de se dire qu'il y a peut-être d'autres propositions que cet univers du DCU, quoi, de s'emboîter là-dedans, etc., quoi. Donc voilà. Oui, puis en plus, moi, comme ça construit rien, comme je dis, j'ai du mal à m'impliquer dedans aussi, quoi. Dans cet univers, oui, du coup, faites juste des stand-alone au lieu de faire un univers partagé qui partage rien, en fait. c'est ça. Et voilà, on a fini pour cette première partie. Ça, je pense que c'est pas mal. On a fait les années 2010, quoi, sur le coup, en fait. Ouais, c'est ça. Et on reprendra dans une deuxième partie où on a toute une autre flopée de films aussi à traiter, et la fin du DCU et l'avenir du DCU, de ce qu'on attend de Superman, etc. Et ça va aller ça va aller en descendant pour le coup, à tous les niveaux. Mais voilà, on espère que vous avez aimé cette première partie. On revient très vite avec une deuxième partie, pour le coup, sur la chute du DCU de Zack Snyder. Et donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. On est disponible un petit peu partout sur Spotify, Acast, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict, et sur plein d'autres plateformes. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, X, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Et on se retrouve très bientôt pour la partie 2. À bientôt. Ciao.